Bonsoir à tous, bienvenue dans ce troisième live de Révolution Ancestrale. J'ai avec moi Brice Richaud pour nous accompagner et répondre à vos questions sur ce soir les toxines végétales. Alors salut Brice, j'espère que tu vas bien. Salut tout le monde, salut Christian, ouais, ça va très bien, content d'être là parmi vous ce soir. Moi je vais faire une petite intro juste pour poser le cadre, parce que c'est un sujet des toxines végétales qui fait parfois un peu écarquiller les yeux à certains. Et en plus, ça va répondre à la première question que Louise nous a posée, qui nous demande finalement qu'est-ce qu'on entend par toxine végétale. Bon, pour faire assez simple, les végétaux sont sur Terre depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis, si tu me corriges si je me trompe, mais depuis avant les animaux, même un bon bout avant. Euh, Lorsque les animaux sont arrivés, ils ont commencé finalement à se nourrir des plantes pour tirer du carburant, les plantes étant plus efficaces pour on va dire, utiliser les nutriments qu'il y a dans le sol et puis la photosynthèse pour produire des molécules un peu plus utilisables. Donc les animaux ont commencé à se nourrir des plantes. Et évidemment, les plantes, c'est des espèces qui, comme n'importe quelle espèce vivante, a pour objectif d'assurer la survie de son espèce, de répandre ses graines, sa progéniture. Et si elles restent totalement sans défense face aux animaux, ben, ils risquent finalement l'extinction. Et comme une plante, elle a pour particularité d'être enracinée en général dans le sol, mis à part quelques petites exceptions, les plantes n'ont pas les moyens de se défendre avec des griffes, avec des dents, ou alors de fuir tout simplement comme le font beaucoup d'animaux. Et du coup, le moyen de défense principal des plantes, ça a été la création de toxines chimiques de défense. Et à ce titre, je vais vous montrer un petit truc à l'écran pour poser un peu le cadre. Donc, c'est une étude qui s'appelle littéralement, c'est un papier scientifique qui s'appelle La guerre entre les plantes et les animaux et l'évolution secondaire des métabolites secondaires. Et il y a un petit graphique qui résume le tout ici en anglais, mais pour vous faire comprendre, c'est un petit peu l'évolution qu'il y a eu depuis des centaines de millions d'années. Donc, vous avez les animaux à gauche, les plantes à droite, et c'est l'évolution, si vous voulez, de l'armement de chaque côté. Donc, les animaux ont commencé à consommer les plantes comme nourriture, et en face de ça, les plantes se sont adaptées et ont commencé à créer des défenses primaires, une première ligne de défense, si vous voulez, avec des aiguilles, des épines, de l'écorce, des choses comme ça, finalement. Les animaux se sont assez rapidement adaptés à ça en ayant une peau plus épaisse, des dents, des ongles, des moyens d'aller creuser dans les structures rigides de la plante. Face à ça, les plantes ont mis en place une deuxième ligne de défense à base de toxines. Ça peut aussi être des mauvais goûts, des mauvaises odeurs, des choses comme ça, mais il y a principalement des toxines qui vont provoquer des dégâts chez l'animal qui les mange. Évidemment, les animaux se sont de nouveau adaptés et ont créé tout un système de détoxification qui est le système de détoxification naturel du corps humain, mais du corps de tous les animaux. Ce sont les phases 1 à 3. Donc la phase 1 de détox, pour faire simple, c'est ce qui s'appelle le cytochrome P450. La phase 2, c'est principalement la glucuronidation et d'autres choses. Et la phase 3, c'est des enzymes qui vont amener les métabolites de ces deux phases pour l'excrétion, principalement au niveau urinaire. D'accord ? Face à ça, les plantes ont mis en place une troisième ligne de défense. Et en fait, c'est des molécules qui ne sont pas toxiques au moment de l'ingestion, mais qui le deviennent une fois qu'elles passent à travers la phase 1 et 2 de détoxification chez l'animal. Ce qui permet en fait à la plante de stocker en elle des molécules qui ne sont pas dangereuses pour elle-même. C'est quand même un être vivant, la plante, elle ne peut pas stocker des poisons trop violents. Mais par contre, une fois que ce poison passe à travers les phases 1 à 3 chez l'animal, ça génère des toxines beaucoup plus agressives. D'accord ? Donc on voit qu'il y a toute une évolution comme ça. Et les animaux, maintenant, ont des mutations dans leur cycle de détoxification pour faire face à cette ligne de défense tertiaire. Donc c'est des mutations qui se font petit à petit. De manière générale, ce qu'on voit, c'est que les animaux ont vu que les défenses des plantes ont été de plus en plus efficaces, les animaux en face ont dû se spécialiser pour consommer certains types de plantes et pas d'autres. C'est très difficile pour un animal d'avoir une capacité de détoxification envers toutes les plantes qui poussent, parce qu'il y a tellement de types de toxines que les plantes mettent en œuvre,
qu'un animal ne peut pas être apte à détoxifier tout ça. Si vous prenez l'exemple, par exemple, du koala, le koala, il consomme que de l'eucalyptus. L'eucalyptus, si vous en mangez 200 ou 300 grammes, vous allez être extrêmement malade. Le koala, lui, il est spécialisé là-dedans. D'accord? Je vais arrêter le partage, je vais vous reprendre ici. Donc ça, c'est l'exemple du koala. Il y a l'exemple du lapin, par exemple, qui, lui, va mâcher extrêmement longtemps certains végétaux qui contiennent des toxines, et le lapin sécrète dans sa salive des molécules qui viennent neutraliser les toxines qu'il y a dans les différents herbages, par exemple, et que nous, on n'a pas, typiquement, ce qui lui permet de faire face à ces toxines. Les oiseaux, les volailles ont mis en place un système où ils détoxifient par fermentation, que l'être humain a copié en faisant du pain au levain, par exemple. C'est-à-dire que quand une poule va manger des graines, ces graines vont tomber dans ce qui s'appelle le jabot, c'est une poche humide et sombre dans laquelle les graines vont rester pendant des heures et vont fermenter, ce qui va désactiver en partie les défenses. Donc voilà, qu'est-ce que c'est principalement ces toxines végétales. Et pour vous donner un ordre d'idée, par toxines végétales, on peut répartir ça en deux catégories. Il y a les toxines défensives, donc c'est des molécules que la plante met en place vraiment pour se défendre. Et ensuite, il y a toute la zone grise où c'est des molécules qui ne sont pas forcément défensives. C'est des molécules qui ont une utilité chez la plante, mais qui fonctionnent pour un logiciel de plante, finalement. C'est comme si vous aviez un logiciel Apple et que vous voulez le faire fonctionner sur Windows, ben ça va poser des problèmes. Il y a tout plein de molécules comme ça dans les plantes qui, une fois qu'elles passent chez l'animal, vont poser différents problèmes. Vous avez notamment tous les acides aminés non protéiques. Il faut savoir que dans le règne végétal, il y a beaucoup plus d'acides aminés que ce que nous, on utilise pour construire nos protéines. Et le problème, c'est que certains acides aminés sont très, très similaires aux nôtres. Et quand notre corps fait des petites erreurs et si vous mangez beaucoup de ces acides aminés qui sont absorbés, quand votre corps construit des protéines, il peut se tromper et mettre un acide aminé végétal à la place des acides aminés qu'on utilise habituellement, et ça va rendre la protéine dysfonctionnelle. Et c'est des choses qu'on étudie depuis assez peu longtemps, mais il y a des effets potentiellement assez importants là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si Brice, tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette intro. Alors, clairement, ouais, c'était tout ce que tu as dit, c'est plein de choses que je ne connaissais pas, ça me paraît très juste. Clairement, effectivement, quand on prend le monde animal, on a des processus au niveau digestif qui permettent d'ingérer correctement ces toxines, en tout cas de créer des processus de fermentation. Nous, en tant qu'hommes, on a, on va dire, cette capacité d'adaptation, parce qu'on a la capacité de réflexion, on va dire. Et du coup, on a trouvé d'autres moyens aussi pour inhiber ces toxines, donc par des processus externes de fermentation, pour pouvoir les consommer. Moi, d'un point de vue, je prends le point de vue de la naturopathie, parce que la naturopathie va considérer aussi, bien sûr, l'effet bénéfique des toxines, d'une certaine manière. Quand on prend une plante, ce n'est pas qu'une molécule, c'est un ensemble de molécules assez diverses, il y en a des milliers. La toxine va remplir certains rôles, elle peut être aussi utilisée pour tirer certains bénéfices. Donc on a certaines plantes de la pharmacopée qui existent et qui permettent, par exemple, de donner un côté astringent, qui va resserrer les tissus, ou expectorant, qui va permettre d'enlever le mucus. Donc ça, c'est des toxines, concrètement, qu'on ingère, mais qui ont des effets finalement médicinaux. Donc ça, dans nos cultures, c'est des choses qu'on avait, des savoirs qu'on avait, et on utilisait aussi les toxines pour pouvoir, de façon très ponctuelle, bien évidemment, les utiliser pour pouvoir se soigner. En fait, quand on parle de toxémie, on va parler de Paracels. Paracels, c'est lui qui c'était un des premiers toxicologues, c'était au XVIe siècle. Paracels, ce qu'il se dit, il dit tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Donc lui, il parle d'effet de dose, c'est la dose qu'on va ingérer, et cette dose-là va être toxique pour certains et bénéfique pour d'autres. Donc tout ça, ça va dépendre du contexte dans lequel on évolue et du côté duel, individualisation. C'est-à-dire que nous, on n'est peut-être pas, certaines personnes ne sont peut-être pas capables de détoxifier correctement ces toxines-là. Donc, elle va être plus sujette à avoir des problèmes avec ces toxines, alors que d'autres, non.
Donc, il y a un contexte vraiment individuel qui est à prendre en compte quand on parle de toxines et de toxicologie. Et je reviens encore sur le fait que, voilà, pour moi, l'être humain est une merveilleuse machine d'adaptation et que dans ces contextes différents, on a su aussi utiliser ces toxines d'une certaine manière à bon escient. Après, aujourd'hui, il y a un peu un micmac parce qu'on a pris ce côté un peu médicinal comme une alimentation quotidienne, comme une base de l'alimentation, alors que nous, dans notre contexte évolutif, ce n'était pas du tout notre base. Ça peut être utilisé de certaines manières en certaines périodes de pénurie, ou pour agrémenter certaines choses, ou pour se soigner, mais pas comme base. Donc aujourd'hui, on arrive effectivement à une situation où les toxines dont on parle peuvent créer de vrais problèmes pour la santé humaine. Je pense que c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui, sachant qu'il y a aussi des moyens pour inhiber ces toxines-là. Je pense que c'est un bon complément que tu as fait. Effectivement, le paramètre d'individualisation, il est très important. On sait qu'il y a énormément de mutations génétiques sur le cytochrome P450, par exemple. Sachez que dans la population, par exemple, européenne, 10% des gens sont déficients dans la CYP2D6. Bref, c'est une enzyme très importante dans ce cytochrome qui sert notamment à détoxifier les alcaloïdes pyrosiniques, qui sont une toxine végétale très répandue. Pour 10% de la population européenne, il y a une capacité quasiment nulle de détoxification de cette toxine qui est très agressive au niveau neurologique. Et c'est des aspects qui sont totalement méconnus. Donc pourquoi on amène ce sujet aujourd'hui? Pour moi, le sujet des toxines végétales, c'est un des sujets que je considère comme très important dans la création d'une diète optimale pour l'être humain et dans l'individualisation d'une diète, et qui en plus est totalement mis de côté dans la nutrition occidentale moderne. C'est-à-dire que quand vous faites des formations dans la santé occidentale, on vous parle éventuellement qu'il y a un petit peu d'antinutriments, et on appelle ça des antinutriments parce que comme ça, bon, ça permet de se dire que c'est pas si grave, et on range ça dans la boîte et on n'en parle vraiment plus parce qu'on a des biais où on se dit de toute façon les végétaux c'est quelque chose qui est bon pour nous. Mais pensez à une chose, si vous allez à peu près dans n'importe quel écosystème naturel et que vous consommez les 50 premières plantes que vous rencontrez, il y a extrêmement beaucoup de chances que vous finissiez à l'hôpital ou dans un cercueil. D'accord? La toxicité végétale, c'est quelque chose qui est totalement partout. Il n'y a aucune plante qui ne contient pas de toxines. Ça n'existe pas. Les plantes qui n'auraient pas eu de toxines, elles ont cessé d'exister. Elles ont été éteintes, les animaux les ont mangées jusqu'à la mort. D'accord? Il n'y en a pas. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a différents degrés de toxicité, et surtout la toxicité, elle peut être tournée contre différents types d'animaux. C'est-à-dire que nous, on va être beaucoup moins touchés par des toxines qui sont orientées contre des champignons, par exemple, ou des organismes de petite taille qui vivent dans le sol. Par contre, on risque d'être un peu plus touché par des toxines qui visent des grands animaux, des grands mammifères. Voilà un petit peu le tableau général. Après, il faut aussi comprendre que l'être humain, qui s'est auto-domestiqué sur plusieurs millions d'années grâce à sa technologie, à la cuisine, aux méthodes de préparation, il a en fait eu une diminution drastique de sa capacité digestive, donc de la taille de son appareil digestif et de son appareil de détoxification derrière, parce qu'on a extériorisé tous ces phénomènes, tous ces processus. Et en plus de ça, on a été capable d'acquérir des sources de nourriture qui étaient peu toxiques, donc des sources animales finalement. Donc aujourd'hui, quand on revient à une alimentation extrêmement végétalisée et qu'en plus on oublie de préparer ça comme nos ancêtres le faisaient, il ne faut pas s'étonner d'avoir énormément de problèmes liés à liés à ces toxines végétales qui génèrent différentes maladies chroniques. Et moi, je le vois dans ma pratique, c'est maintenant très fréquent, je ne dirais pas que c'est tout le temps le cas, mais très fréquemment, j'ai des gens qui viennent avec des maladies chroniques, auto-immunes, dégénératives, etc., qu'ils ont depuis des années et des années. Ils ont essayé énormément de méthodes, ils ont été voir beaucoup de thérapeutes, mais les solutions qu'on leur a apportées jusqu'alors, c'est toujours plus de végétaux, de petites graines, de teinture mère, d'EPS, etc., etc. Donc on est dans le toujours plus végétal, et ça ne règle pas le problème s'il provient des toxines végétales. Et en fait, chez ces gens, il y a une amélioration subite de leur santé dès lors qu'on réduit drastiquement les végétaux, ou en tout cas les végétaux les moins tolérés par l'être humain. Et pour moi, c'est un sujet qui est aujourd'hui vraiment important à aborder, en particulier pour les thérapeutes aussi, de prendre en compte cet aspect de toxines végétales. Voilà. Si tu veux rajouter un truc, tu peux. Moi, je vais prendre ma première question en attendant.
Non, mais écoute, tu as bien résumé la chose. Après, moi, je reviens quand même dans la pharmacopée par rapport aux plantes. Si on va chez un herbaliste, on va avoir des plantes qui vont avoir certains alcaloïdes, donc qui sont légèrement toxiques. Par contre, on n'a pas toutes celles qu'il y a dans la nature. Et dans la nature, effectivement, il y a des niveaux de toxines à différents degrés. Et dans la nature, il ne faut pas s'amuser à ramasser certaines plantes parce que voilà, il peut y avoir des réactions très toxiques. Par contre, tout ce qu'on a aujourd'hui chez un herbaliste, hein, c'est des alcaloïdes. Hein, donc, c'est ceux qui sont le plus à surveiller parce que c'est les plus toxiques. Ceux-là, ils sont propres pour avoir leur aspect médicinal. Après, clairement, l'homme aujourd'hui, il a que des. Qu'on prend par exemple notre appendice, un vestige hein, de ce qu'on. Par exemple, le lapin, le sécum. Hein, le sécum, ça leur permet, grâce aux bactéries, de pouvoir faire monter un peu ces toxines-là. Nous, on aurait eu un vestige qui est l'appendice, peut-être un vestige de sécum qui permettait justement de détoxifier ces toxines-là. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on a. Le problématique, c'est qu'on a oublié la façon de préparer de nos ancêtres de ces antinutriments, comment on peut les inhiber. Ça, on ne sait plus faire, malheureusement. Et on a perdu, comme le disait Christian, toutes nos capacités de détox. Donc, du coup, dans une alimentation à l'occidental qui devient de plus en plus sur un mode végétal, sans avoir ces notions-là, on arrive à une dégénérescence qui est de plus en plus claire et évidente. Et les gens ne remettent jamais en question, effectivement, leur alimentation à base de végétaux, parce que ce n'est pas du tout dans le courant alternatif et pas du tout non plus dans le courant des naturopathes. Bien au contraire. On va préconiser la phyto, encore des végétaux, mais on n'aura pas cette notion de toxicité réelle par rapport aux végétaux. Ouais. L'aspect médicinal des plantes, pour moi, il est clair et ça a été vraiment la médecine des êtres humains durant une très très longue partie de notre évolution. Euh, Maintenant, bah, il faut comprendre qu'ils utilisaient ça de manière ponctuelle, de manière très sage et très mesurée. Et aujourd'hui, on a cette tendance où les gens s'auto-supplémentent ou enfin, ils se disent, bon, c'est naturel, c'est de la plante, donc je ne peux pas avoir de mal. Et il y a aussi tout l'aspect marketing où on va vous dire, bon, bah, c'est anti-inflammatoire. Du coup, on se dit, allez, je vais prendre ça un peu tous les jours, comme ça, j'ai pas d'inflammation. Mais il faut comprendre que toutes ces molécules qui sont à la base, soit des toxines, soit des molécules qui ne sont pas de notre logiciel animal, elles viennent bousculer l'homéostasie, l'équilibre de santé de l'être humain. Donc si dans un cadre ponctuel, le temps de trouver la cause profonde, ça peut être une solution, évidemment, mais ce n'est pas la solution profonde. En fait, vous utilisez du coup cette molécule comme un médicament, ce qui peut être une bonne chose de manière voilà, s'il n'y a pas le choix pour des raisons génétiques, par exemple, ou alors si c'est un cas aigu, il faut agir tout de suite, le temps de trouver vraiment la cause. Par contre, sur le long terme, vous ne résolvez pas le problème de cette manière. Ça, pour moi, c'est un aspect qui est important, parce qu'aujourd'hui, on a une tendance d'angélisme envers ces molécules parce qu'elles seraient naturelles. Il faut comprendre que la pharma, elle copie finalement ces molécules pour produire les médicaments. Donc les effets sont à peu près similaires, et du reste, les médicaments et les toxines végétales, ou les molécules, les phytonutriments, comme on les appelle, ils sont, à part certains qui sont vraiment des nutriments, ils sont détoxifiés de la même chose, par la phase 1, phase 2, phase 3. D'accord. Voilà. Donc, on va commencer en fait avec les questions. Donc, Louise nous demandait, est-ce qu'on peut les nommer, ces toxines? On a parlé des alcaloïdes, on a parlé des oxalates plusieurs fois. Vous avez les phytates, vous connaissez peut-être l'acide phytique. Vous avez ensuite les acides aminés non protéiques. Vous avez les différentes lectines. Vous avez, qu'est-ce qu'on aurait d'autre que je n'ai pas cité? Les saponines. Vous avez énormément finalement de ces molécules. Elles ont toutes des noms un peu spéciaux. C'est toutes des grandes familles. Généralement, chacune de ces familles est représentée dans la plupart des végétaux. Est-ce qu'elles sont plus toxiques crues que cuites? En général, oui, c'est plus toxique cru que cuit. Et ça va un peu à l'encontre du crudivorisme végétal. Quand vous prenez des végétaux crus, vous prenez la dose maximale et non détoxifiée par la cuisson des toxines. Maintenant, il faut savoir que certaines toxines résistent à 100% à la cuisson, d'autres sont très sensibles à la cuisson. Ça va vraiment dépendre du type de toxine. Par exemple, les oxalates ne vont pas du tout être abîmés par la chaleur. Par contre, si vous faites bouillir de la pomme de terre dans de l'eau, les oxalates solubles vont partir dans l'eau et si vous jetez l'eau, vous les éliminez. Mais ils ne vont pas être cassés.
Pour les lectines, par exemple, vous avez des lectines qui résistent très mal à la cuisson. Donc, si vous cuisez vos aliments, vous allez détruire certaines lectines. D'autres lectines sont indestructibles par la cuisson, quasiment indestructibles, même avec une cuisson sous pression, comme le recommande Gundry. Vous n'allez pas pouvoir détruire ces toxines, notamment par exemple la solanine que vous trouvez dans les solanacées, tomates, patates, etc. Alors bon, si vous enlevez la peau, les graines et que vous faites attention à ne pas avoir les parties vertes, vous en avez beaucoup moins, mais il y en a quand même. La solanine est une toxine vraiment problématique parce qu'elle est liposoluble, c'est une des seules qui est liposoluble, et du coup sa durée de vie dans le corps humain, c'est entre 2 et 3 mois, c'est 60 à 90 jours une fois que vous l'absorbez. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez problématique, qui déclenche des réactions auto-immunes là derrière. Les lectines, c'est vraiment une toxine très intelligente, enfin, en tout cas les plantes ont été très, très intelligentes quand elles ont bâti les différentes lectines, parce que ça va à la fois abîmer l'intestin, le rendre poreux, et ensuite ça va rentrer dans le système, se coller à différents composés glucidiques ou proches des glucides, et pouvoir voyager dans le corps jusqu'à poser problème un peu plus loin, en déclenchant justement des réactions auto-immunes. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc sur ça. Non, pas spécialement. D'accord. Après, elle nous demande, est-ce qu'il y a une dose à respecter pour éviter leurs méfaits et ou une manière de cuisiner les végétaux pour minimiser leur impact? Alors là, si tu veux, je te laisse commencer à répondre. Je pense que c'est clair qu'il y a quelque chose. Alors, au niveau quantité, ça, il faut reprendre le contexte individuel des personnes. C'est vraiment en fonction de la capacité de détox et des capacités aussi digestives de la personne. C'est-à-dire qu'une personne qui aura, par exemple, de la porosité ou un microbiote instable, il faudra être vigilant par rapport aux quantités. Et au niveau inhibition, on va, je dirais, pour reproduire ce qui se fait dans la nature, la meilleure façon de faire, c'est la fermentation. Donc des fermentations qui sont généralement assez longues. Donc ça fonctionne relativement bien pour la plupart des toxines, sauf pour les oxalates, il me semble. C'est que la fermentation n'a pas d'utilité. On a aussi des process qui sont la germination. Donc, on parle des graines, on a des processus de germination qui vont permettre d'enlever une certaine quantité de micronutriments, d'antinutriments. Et après, on a aussi les associations qu'on va pouvoir faire dans la nourriture. Par exemple, si on prend le cas des oxalates, donc les oxalates, la problématique va être surtout quand ils vont se cristalliser, quand ils vont s'associer avec des ions calcium. C'est là où ils vont créer principalement des calculs rénaux, c'est ce qu'on connaît le plus, mais pas que. Ça va créer des cristallisations qui vont venir se déposer dans les muscles et dans les articulations. Donc là, il va falloir être vigilant à avoir, par exemple, un beau taux de vitamine K2, parce que la K2 va permettre de venir figer le calcium. Donc du coup, ça ne va pas pouvoir se lier avec les oxalates. En rajoutant, par exemple, du citrate, donc de l'acide citrique, du citron, par exemple, ou de l'orange, on va pas pouvoir faire en sorte que ces oxalates ne se lient pas aussi à ces ions calcium. Donc, il y a plusieurs façons comme ça de petites astuces, je dirais, pour que ça soit moins problématique à la consommation. Par contre, il faut connaître de quel antinutriments on parle exactement, parce que tous les processus ne se ressemblent pas dans l'ensemble des antinutriments. Si je prends par exemple l'acide phytique, on va l'inhiber dans une solution dans une eau qui sera chaude, donc un peu basique, avec un pH de 5,6 et un peu chaude, autour de 30-40 degrés. Donc, pourquoi? Parce que là, on va pouvoir extraire la phytase, qui est une enzyme qui va pouvoir dégrader l'acide phytique. Donc, du coup, on va pouvoir un peu mieux l'assimiler sans qu'elle soit problématique pour nous. Donc, il y a quelques process comme ça à connaître entre la cuisson, la fermentation, la germination, en fonction des différents antinutriments. Donc là, il faudrait faire antinutriment par antinutriment pour être un peu plus précis sur la façon de procéder. Mais moi, je dirais que la meilleure façon de procéder reste la fermentation. Parce que globalement, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le monde animal.
Merci. C'est déjà bien complet. Je vais compléter un petit peu par rapport à ça. Euh, ou en tout cas résumer, je dirais qu'il n'y a aucune méthode qui marche à 100% sur aucune de ces toxines ou antinutriments. Euh, les plus efficaces, comme a dit Brice, c'est la fermentation avec en plus une cuisson derrière. Si vous fermentez et que vous cuisez, c'est là où vous avez le plus de succès. Sachant que c'est jamais du 100%, et il y a certaines toxines qui sont très très résistantes, qui vont résister peu importe ce que vous faites quasiment. Certaines lectines, les oxalates, comme il a dit, sont à peu près indestructibles. Le meilleur moyen en fait d'éviter les problèmes avec les oxalates, c'est soit de ne pas en avaler, soit de ne pas les absorber au niveau intestinal. Et pour ça, il faut avoir une membrane intestinale en excellent état, et il faut amener des minéraux, dont du calcium, dans le bol alimentaire, du calcium libre, hein, pas du calcium végétal qui est déjà lié aux oxalates et que vous allez de toute façon pas absorber, du calcium libre, par exemple sous forme de produits laitiers, qui va se lier aux oxalates solubles, et ce qui fait que vous allez cristalliser l'oxalate dans la lumière intestinale, et ça partira aux toilettes. Par contre, si l'intestin est poreux, ben, ces cristaux d'oxalate seront quand même absorbés et vont aller se déposer dans différents tissus ou faire des calculs rénaux. Et le plus gros problème vient en fait des oxalates solubles, donc de l'acide oxalique, des ions oxalates, qui eux ont un pouvoir de pénétration de la membrane intestinale beaucoup plus fort et vont parvenir, même sur un intestin sain, à pénétrer dans le sang et vont ensuite se lier à différents minéraux. Idéalement, on aimerait que les oxalates se lient plutôt à du potassium ou du magnésium, plutôt que du calcium. Ça fait des cristaux plus petits qui ont moins de risques en fait de boucher les néphrons, donc de créer des calculs rénaux. Par contre, on ne sait pas vraiment tous les autres aspects. C'est-à-dire que le calcul rénal, c'est l'aspect le plus connu lié aux oxalates, mais on se rend compte dans différentes autopsies, etc., qu'on retrouve des dépôts d'oxalates sous forme ionique ou de cristaux dans à peu près tous les tissus du corps chez les personnes âgées. Et chez les personnes âgées, c'est là qu'on a cherché, mais probablement un peu chez tout le monde. C'est-à-dire que vous allez en trouver jusque dans le cerveau, dans la glande thyroïde, dans les seins d'une femme. On en trouve beaucoup dans les cancers mammaires, typiquement, des oxalates. Donc il y a énormément de choses à prendre en compte par rapport à cette toxine, qui est assez problématique, parce que, à mon sens, c'est l'une des seules qui s'accumule vraiment. D'accord, les oxalates. Pourquoi elles s'accumulent? Parce que notre capacité d'excrétion, elle est très limitée. C'est environ 50 mg par jour que notre système est capable d'excréter. Sachant qu'on produit 10 à 20 mg nous-mêmes d'oxalates, c'est des déchets métaboliques de la vitamine C, par exemple. Donc, si vous en absorbez beaucoup, tout ce qui ne peut pas être excrété va être parqué à différents endroits dans le corps, articulations, etc. Sachez que les hautes doses de vitamine C sont décomposées en oxalates. C'est à peu près du 50%. Ça veut dire que si vous prenez 1 gramme de vitamine C et si vous les absorbez, vous avez 500 mg d'oxalates qui sont formés. Donc les hautes doses de vitamine C à long terme, en chronique, ça crée des dépôts massifs d'oxalates. Vraiment, c'est quelque chose qui est problématique. Il y a des cas documentés, des cas cliniques de néphropathie, donc de destruction du tissu rénal, de calculs rénaux, liés à la prise chronique de haute dose de vitamine C. Donc là aussi, faites attention quand vous prescrivez, si vous êtes thérapeute, de la vitamine C en chronique pendant des mois et des années. Je ne suis pas sûr que ce soit une excellente idée. Après, c'est un avis personnel et faites vos recherches. Alors, Louise nous demande encore quel est l'intérêt de consommer des végétaux s'ils présentent des toxines, détox, purge, etc. Alors, détox, on va en parler plus loin. J'ai déjà abordé le sujet de la détox en intro. Notre corps possède un système de détoxification fonctionnel extrêmement complexe, de phase 1, phase 2, phase 3. Donc, pour se détoxifier, notre corps il a besoin de ne pas être surchargé de toxines déjà, parce qu'il a une capacité limitée de détoxification. Il a ensuite besoin d'avoir les nutriments nécessaires pour faire fonctionner son système. Grosso modo, c'est de ça qu'il a besoin. Votre corps se détoxifie tout seul. Et pour moi, les cures de détox, peu importe lesquelles, à base de végétaux, et ça c'est mon avis personnel avec ce que je sais maintenant, et pourtant je recommandais ça il y a des années, pour moi c'est une grosse arnaque et c'est prendre le problème complètement à l'envers. Parce qu'en fait, ces cures détox, on va vous mettre des plantes qui littéralement contiennent des grosses quantités de toxines, et
on fait des petites études où on se rend compte que le foie, quand il voit passer en fait, les extraits de cette plante, il se met à suractiver ses phases 1, phase 2, phase 3 de détox. C'est normal. Le foie, il va suractiver ses phases 1, phase 2, phase 3 parce qu'il voit des toxines, donc il va les détoxifier. Mais est-ce que c'est une détoxification d'amener des toxines en plus dans un monde où, à mon sens, on a déjà des toxines environnementales dans l'air qu'on respire, dans ce qu'on mange, des microplastiques, la pollution électromagnétique que Brice connaît bien. Il y a déjà tellement de choses que je ne suis pas sûr que de venir rajouter des toxines pour faire de la détox soit la bonne idée. En fait, c'est mon avis. J'ai fait des cures détox quand j'étais plus jeune. Mon foie n'a pas apprécié, personnellement. Et c'est pas pour rien, en fait, parce que vous venez surcharger un foie qui est déjà probablement fatigué. La purge, pourquoi pas dans certains cas vraiment particuliers. C'est pas quelque chose pour lequel. C'est pas mon domaine, de faire des purges, des trucs comme ça, mais je pense que ça peut être utile dans certains cas, j'imagine. Là, il y a sûrement des naturopathes et des herboristes qui ont des bonnes techniques par rapport à ça. Donc, l'intérêt de consommer des végétaux s'ils présentent des toxines. Bon, pour l'être humain, de manière générale, les végétaux, c'était un fallback food, donc un aliment de secours. Donc, l'intérêt, c'était déjà de survivre quand il n'y avait pas autre chose à manger. Et ça, je pense que c'est déjà hyper important. Le deuxième intérêt qu'on a dans notre société actuelle, pour moi, c'est que ça permet d'amener quand même certains nutriments, parfois de manière bon marché, okay, qu'on retrouve de toute manière, à mon sens, dans des aliments animaux. Mais ça permet surtout d'avoir une assiette peut-être plus diversifiée, plus colorée, de jouer avec les goûts, les couleurs, etc. Donc l'intérêt, c'est peut-être le plaisir, si vous en avez. C'est surtout ça que je vois. Maintenant, l'intérêt réellement alimentaire, pour moi, il est beaucoup plus faible que ce qu'on a tendance à croire. Maintenant, dans certains contextes, ça peut être intéressant, effectivement. Surtout sur une diète, par exemple, industrielle et hyper transformée, là, d'amener des végétaux pour remplacer une partie de cette diète transformée, pourquoi pas. En fait, quand ça remplace pire que soi-même, c'est positif, à mon avis. Donc voilà pour mon opinion. Voilà, il est assez tranché là-dessus. Brice, peut-être que tu as une opinion plus nuancée que le mien. Je te laisse répondre. Ouais, je te rejoins un peu sur ce que tu dis. De toute façon, la plante est faite pour se soigner, ça on l'a dit. D'un point de vue médical, elle peut avoir vraiment son intérêt, c'est évident et c'est vrai depuis tout le temps. Pour les cas particuliers tels que les purges, alors aujourd'hui on connaît bien, notamment dans le domaine de la naturopathie, les purges à l'huile de ricin. Donc le ricin est un fort toxique, hein, c'est pour ça qu'on se purge, hein, c'est un ingérant, un toxique très fort que le corps ne supporte pas, hein, et du coup on se purge, on se vide. Ça c'est très pratiqué dans le milieu de la santé naturelle. Pour des organismes fragiles à la base, moi c'est quelque chose que je ne conseille pas du tout, parce que là on vient complètement ébranler l'organisme, hein, la réaction est très forte et très violente. Donc ça peut être utilisé dans des cas très précis où il y a une certaine vitalité déjà chez la personne, où elle peut supporter ces purges-là. Après, pour le marketing détox, je te rejoins à 100%. Aujourd'hui, on voit beaucoup de cures de détox faites à base de plantes. Il y a très, très peu d'intérêt, même aucun. Quand on parle de détox, on parle surtout de méthylation du cycle. Et on va surtout peut-être rajouter, voir s'il y a des carences dans le cycle de méthylation, et venir rajouter les nutriments qui vont permettre de se détoxifier correctement. On a les vitamines du groupe B, la choline, du soufre par exemple. Mais bon, ça, on va soutenir d'une autre façon la détox, mais ce n'est pas venant utiliser des plantes pour venir justement un peu solliciter le foie que ça fonctionne. Et puis clairement, ça ne marche pas. Les retours d'expérience démontrent qu'il y a très peu d'utilité. Ouais. Question de Marine. Je voudrais savoir si la fermentation permet de réduire les oxalates et leur impact négatif. Alors, à ma connaissance, il y a une bactérie pour laquelle on est sûr qu'il y a une transformation, une métabolisation des oxalates, c'est Oxalobacter formigène. Oxalobacter formigène, il est présent dans notre intestin chez une partie des êtres humains, pas chez tout le monde malheureusement, et c'est une bactérie assez fragile, donc les cures d'antibiotiques généralement viennent à bout de la colonie d'Oxalobacter formigène. Maintenant, dans les produits laitiers fermentés, comme le kéfir, le yaourt,
on n'a pas retrouvé de preuves, pour moi, de ce que j'ai vu, qu'il y a une dégradation des oxalates par les bactéries laitières. Par contre, ce qui se passe avec des aliments comme ça, du kéfir, etc., vous allez à terme améliorer la santé de l'intestin et donc limiter l'absorption des oxalates. D'accord? Donc c'est un peu du billard à 2 ou 3 bandes contre les oxalates, mais les oxalates, à part Oxalobacter formigène, je ne connais pas de souches bactériennes qui permettent d'en venir à bout. Je sais qu'ils essayent de faire des probiotiques avec Oxalobacter formigène, mais c'est une bactérie apparemment qui est très instable, donc pour l'instant, ça n'a pas vraiment donné grand-chose, de ce que je sais. Il y a des marques qui le vendent, maintenant, est-ce que ça fonctionne? J'ai des sérieux doutes. Après, il y a aussi cette idée que je rejoins d'une certaine manière, c'est que notre microbiote se module, s'adapte en fonction de ce qu'on va ingérer. Et qu'une personne qui va avoir une alimentation très basée végétale va pouvoir développer un microbiote qui soit adapté aussi au fait que ça puisse inhiber les oxalates. Il y a un processus d'adaptation, de toute façon, du microbiote qui se fait aussi. Comme je dis encore une fois, on est des formidables machines d'adaptation. Parfois, c'est des adaptations négatives, malheureusement. Mais on peut s'adapter, on peut adapter notre microbiote aux végétaux qu'on consomme. C'est vrai, après, il faut tenir compte d'un aspect, c'est que notre système digestif, il n'est pas à l'envers. Et puis la flore bactérienne, elle est principalement localisée dans le côlon, sauf si vous avez des problèmes, justement, parce que vous la nourrissez tellement qu'elle déborde de manière excessive dans l'intestin grêle. Alors effectivement, vous avez quand même des colonies, il y a un petit peu de bactéries qui se promènent par là, mais l'intestin grêle, c'est un système enzymatique. Et c'est là qu'on absorbe le 99,9% de ce qu'on consomme. Le problème, c'est que les oxalates solubles, typiquement, ils seront absorbés au niveau du grêle. Et puis les colonies d'Oxalobacter formigène, généralement, elles sont plus loin. Donc c'est pour ça que c'est assez complexe. C'est le même problème pour la B12. Il y a des végétariens ou véganes qui croient que les bactéries produisent de la B12. Effectivement, mais il faut manger vos excréments. Parce que le problème, c'est que la B12, elle est produite par vos bactéries dans le côlon. Puis ensuite, il y a la sortie. C'est pour ça que les grands singes, comme le gorille ou le chimpanzé, ils mangent leurs excréments pour avoir de la B12. Les grands singes végétariens ou véganes, qui ne le sont pas à 100%, de temps en temps, ils mangent des proies, des petites proies quand même, et quand ils n'ont pas accès à ces petites proies, ils mangent leurs excréments pour avoir suffisamment de B12. Je sais qu'il y a une population traditionnelle en Iran qui est quasiment végétarienne depuis très longtemps, et qui a cette pratique de consommer leurs excréments. Et c'est probablement pour ça qu'ils ont réussi à passer plusieurs siècles avec une alimentation de ce type-là, qui est à la base très peu adaptée à notre espèce. Donc c'est un aspect quand même à prendre en compte. Isabelle nous demande, y a-t-il des légumes que l'on peut consommer régulièrement qui ont moins d'effets néfastes? Vous conseillez les légumes fruits. Or, dans le livre Paradoxe des plantes, je ne dis pas que c'est la Bible des lectines, mais Gundry semble avoir bien étudié la question. Ces légumes-là sont déconseillés. Solanacées, courgettes, courges, etc. Alors, plusieurs questions en une. Effectivement, pour un être humain, la chair du fruit, généralement, elle est la partie la moins toxique d'une plante. La plante, elle met la majorité de ses toxines dans les graines, parce que c'est sa progéniture. Systématiquement, toutes les études montrent que les graines des plantes sont les parties les plus toxiques. Par graines, on entend noix, oléagineux, légumineuses, céréales, pseudo-céréales, etc. Tout ce qui porte en fait l'ADN de la plante ou la progéniture de la plante. Donc ça, c'est la partie la plus toxique. Les parties qui viennent ensuite au niveau de la toxicité, en tout cas pour l'être humain, je parle, c'est les tiges et les feuilles, donc les parties vertes. Ensuite, c'est généralement les fleurs. Ensuite, c'est les racines. Bien que les racines, c'est un monde tellement vaste qu'il y a des racines extrêmement toxiques, mais il y a des racines qui sont peu toxiques pour l'être humain. Et finalement, vous avez le fruit, sachant que dans le fruit, il y a la graine, qui est la partie la plus toxique. Donc, évidemment, quand Gundry dit qu'il y a des lectines dans les courges ou les courgettes, les lectines sont concentrées dans les graines et dans la peau. D'accord? Pour la famille des cucurbitacées. Maintenant, la famille des solanacées, qui comprend la tomate, le poivron, l'aubergine et le piment, typiquement, c'est des plantes qui sont beaucoup plus problématiques pour l'être humain à la base. Elles ont des lectines très agressives. Je parlais d'une, la solanine au début. À la base, la tomate était une plante décorative pendant très longtemps. Ça fait très peu de temps qu'on consomme des tomates. Ça fait quelques siècles tout au plus qu'on consomme des tomates. Les tomates,
Et même quand on a commencé à les consommer, on faisait de la passata, donc de la sauce tomate. On enlevait la peau et les graines, on cuisait et on faisait une sauce avec ça, puis qu'on mettait un petit peu comme ça pour faire joli. Aujourd'hui, les gens ont des plants de tomates au jardin. Tout le mois d'août, ils vont manger des tomates crues sur le plan. Et vous avez de plus en plus de gens qui ont des troubles intestinaux qui durent tout le début d'automne, la fin de l'été, le début d'automne, et ils ne savent pas pourquoi. Effectivement, quand on fait tout à l'envers du bon sens, parce qu'on a oublié en fait quels aliments contiennent des toxines ou pas, on a des problèmes derrière. Donc voilà. Maintenant, Gundry, on en a parlé tout à l'heure avec Brice. Gundry, lui, il a mis un focus complet sur les lectines, comme si c'était la seule toxine végétale qui existait. Pour moi, c'est très marketing ce qu'il a fait. Je vous recommande d'aller voir le débat qu'il a fait, par exemple, avec Paul Saladino ou avec d'autres. Faites-vous votre opinion. Moi, je me suis fait mon opinion. Je ne suis pas très convaincu par l'approche de Gundry, personnellement, dans le sens où lui, il met le focus que sur une des toxines alors qu'il y en a plein d'autres. Et je trouve que son approche n'est pas très consistante parce qu'à la fin, il vous conseille quand même de manger beaucoup de végétaux parce qu'il y a des fibres. Et puis, bon, ça, on en a parlé déjà dans différents podcasts. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec Gundry et il n'amène pas vraiment d'arguments solides face à la critique qu'il y a eu sur son livre. Après, c'est un livre qui a très bien marché, il a généré beaucoup d'argent avec ça. Ça, c'est une chose qui est sûre. Donc, finalement, les légumes qu'on peut consommer régulièrement ou qui ont le moins d'effets néfastes pour l'être humain, selon moi, c'est les cucurbitacées, comme je l'ai dit, courges, courgettes, pâtissons, etc. C'est une famille de fruits, fondamentalement, qui pose peu de problèmes. Si vous êtes très sensible, enlevez la peau, enlevez les graines. De manière générale, enlevez les graines, à mon avis, mais voilà. Pelez-les. Comme ça, vous enlevez les petites toxines qu'il y a dans la peau qui servent en fait à éviter que des vers ou des insectes puissent percer le fruit. Donc on vous dit qu'il y a plein de nutriments dans la peau des fruits, c'est pas vrai, c'est plein de toxines. En fait, les toxines sont là. Simplement qu'on a des biais tellement forts en faveur des végétaux qu'on vous dit que c'est des nutriments. Non, c'est des toxines, c'est des pesticides, des choses comme ça. Donc il y a cette catégorie-là, puis ensuite il y a certains légumes racines qui sont peu toxiques pour l'être humain, comme la carotte, typiquement. Voilà. Je ne sais pas ce que tu veux rajouter, Brice. Les moins toxiques, comme tu as dit, hein, c'est les fruits. Hein. Les fruits et légumes, clairement. Oui, carottes, et après c'est plus ou moins toxique. Les pommes de terre aussi, surtout la partie verte, hein, tu l'as dit tout à l'heure, hein, pour la solanine. Hein, les parties un peu vertes des pommes de terre, c'est elles qui vont poser surtout des problèmes. Donc, bien prendre des pommes de terre à maturité. Pour les patates douces, on va avoir quand même pas mal d'oxalates. Pareil, il faut être modéré sur la consommation de patates douces. Il semblerait qu'effectivement, malgré le fait qu'il y ait quand même un peu de toxines dans tout ce qui est curcubitacé, que ce soit les moins problématiques. Mais il reste quand même des curcubitacines, des alcaloïdes aussi, hein, malgré tout. Hein. Donc, il y a aussi la toxicité, mais beaucoup moins. Comme on disait, toutes les plantes sont défendues et toutes les parties sont défendues au moins contre une partie des êtres vivants. C'est-à-dire que même une plante qui veut utiliser un mammifère pour disséminer les graines, elle doit protéger le fruit contre les vers et les insectes qui viendraient sinon se nourrir du fruit avant que le mammifère puisse y accéder. Donc il y a de toute façon une part de toxicité. Après, les différentes espèces ont différentes spécialisations dans leur détoxification. Et c'est pour ça aussi que l'être humain en général tolère mieux certaines familles de végétaux. Chez les cucurbitacées, c'est souvent le concombre cru qui pourrait poser problème à certaines personnes. Et une fois qu'il est cuit, ça pose problème à beaucoup moins de personnes. Donc probablement que ces petites lectines qu'on va trouver là-dedans sont désactivées en partie par la cuisson. Après, il y a des gens qui sont extrêmement sensibles, et c'est pour ça qu'il y a la diète carnivore qui existe. Et il y a des gens, ils sont un peu coincés dans la diète carnivore, parce qu'ils ont de telles sensibilités à certaines toxines végétales qui sont très répandues, qui peuvent même plus sortir de cette diète sans avoir une réactivation immédiate des processus inflammatoires et auto-immuns. Donc ça, c'est une réalité. Alors c'est rare, hein, c'est pas la majorité de gens, mais il y a des gens qui ne suivent pas une diète carnivore pour le plaisir. C'est aussi des fois des raisons vraiment de santé. Il faut en tenir compte, je pense. On a une question de Justine qui nous demande si certaines toxines elles peuvent être bénéfiques dans certaines situations, hormèse, effets médicaments. Je pense qu'on a déjà un peu abordé ce sujet au travers de tout ce qu'on a dit, l'aspect médicinal des plantes. L'effet d'hormèse, moi je suis assez nuancé sur l'effet d'hormèse.
je pense que toi aussi, comme j'avais compris, à Je suis petite dose, dans certains cas, pourquoi pas. Ouais. je suis assez nuancé, mais il y a une notion quand même, j'aimerais préciser, qu'on appelle la xénohormèse, qui n'est pas réellement l'hormèse en tant que telle. L'hormèse, c'est vraiment une adaptation à un phénomène et surtout une amélioration derrière. Toujours dans l'hormèse, un phénomène de rebond qui amène vraiment à un meilleur. On confond très souvent le phénomène de robustesse, c'est-à-dire que, par exemple, quand on ingère une toxine, au fur et à mesure, on peut devenir plus robuste à cette toxine-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mithridisation. Et ce phénomène-là est souvent confondu avec l'hormèse. Cependant, il y a aussi des études qui sont faites par rapport aux relations entre végétaux et animaux au niveau molécules de signalisation. C'est-à-dire que les végétaux, ils sont en contact avec le sol et l'atmosphère. On va dire qu'ils sont les précurseurs par rapport à une situation environnementale qui pourrait arriver. C'est-à-dire que dans leurs racines, ils sont en contact avec l'environnement. Je prends l'exemple d'une sécheresse à venir. Et du coup, cette sécheresse-là va générer des molécules de signalisation qui sont souvent les polyphénols. Et ces polyphénols-là, si l'animal les ingère ou même nous les ingérons, eh ben, on va avoir l'information d'une éventuelle problématique à venir. Et tout ça, ça va générer des processus d'adaptation à un futur stress. Donc ça, dans le monde animal, végétal, je pense que c'est des notions pour eux qui sont très claires. Nous, on a pu déconnecter de tout ça. Et je pense que pour nous aussi, d'une certaine manière, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette interrelation entre les espèces qui existent. Donc les molécules qu'on a à gérer, elles vont pouvoir aussi nous bénéficier dans une certaine mesure par rapport à comment s'adapter à un stress futur. Donc ça, on est plus dans un niveau informationnel qui est aussi très intéressant. Mais après, point de vue hormétique, non. L'hormèse, on va rester sur des phénomènes qui sont plus des stress francs, qui vont être le bain froid, le HIIT ou le sauna, hein, qui vont générer des vraies réponses adaptatives avec une surcompensation derrière. Donc là, on est sur un vrai phénomène hormétique. Et après, si je reviens sur les polyphénols, on confond aussi le côté polyphénol qui vont amener un stress, parce que les polyphénols ont cette particularité d'être des antioxydants, c'est comme ça qu'ils sont proposés en tout cas. Mais à la base, c'est des pro-oxydants. C'est des pro-oxydants qui génèrent un stress et qui vont justement déclencher une réponse via NRF2. C'est ce qu'on entend beaucoup dans l'hormèse, le déclenchement de cette voie NRF2, hein, qui est une voie de gestion du stress, hein, ce qui permet de nous adapter au stress. Donc, en fait, les polyphénols qu'on ingère vont effectivement déclencher cette voie-là, mais c'est une voie de réponse à un stress qu'on doit retrouver à partir du moment où on va ingérer n'importe quel toxique. Donc, c'est là où on retrouve un peu de confusion dans la gestion des végétaux, où on sort très rapidement à la carte de l'hormèse, oui, mais c'est de l'hormèse, etc. Non, en fait, pas vraiment. Il y a un phénomène de robustesse, effectivement, on va s'adapter à une certaine toxine à un moment donné, on va être d'une certaine manière plus apte à en ingérer, ça c'est clair, mais ce n'est pas de l'hormèse. Ouais, c'est très bien, très complet, c'est très intéressant ce que tu as dit sur la signalisation. Je ne connaissais pas cet aspect de signalisation via certaines molécules par rapport à des événements à venir, c'est intéressant. Du coup, peut-être que j'imagine qu'il n'y a pas besoin de consommer des grandes quantités du coup, de plantes pour avoir ce bénéfice. De nouveau, peut-être en condiments, en herbes aromatiques, etc. Ça suffit probablement. Exactement. Après, il y a toujours cet aspect, la dose fait le poison, qu'on entend souvent, oui, mais c'est des petites doses, etc. Le problème avec les toxines végétales, c'est que, est-ce que vous connaissez quelle est la dose problématique? On ne connaît pas, on a des seuils arbitraires qui sont établis, qui peuvent varier énormément réellement d'un individu à l'autre. Donc pour vous, quel est votre seuil de tolérance, sachant que vous allez avoir une accumulation de toutes ces toxines, en plus des autres toxines que vous ne pouvez pas éviter, que vous avez dans votre environnement. Donc là, on est très vite au-delà de l'effet même de xénohormèse, finalement. C'est-à-dire qu'on dépasse très vite la capacité de la cellule. Et c'est ce qu'on voit assez rapidement, même avec du thé vert, hein, où via NRF2, on a bel et bien une réaction avec plus de glutathion temporairement pour lutter contre les toxines du thé vert, les polyphénols du thé vert. Par contre, dès que vous en consommez un petit peu, trop, typiquement sous forme de complément alimentaire, hein, c'est à la mode, ECGC du thé vert, là, vous dépassez très rapidement la capacité de la cellule à se défendre. Et finalement, vous avez un effet pro-oxydant, un effet poison, finalement. La cellule ne peut pas se battre là contre.
Donc, c'est des aspects très importants et merci de les avoir relevés. Je pense que c'était très bien expliqué. Alors, ensuite, on a une question. Je dévie un peu du sujet, mais que penser du régime groupe sanguin, qui se base sur le principe évolutionniste, apparemment apparition-évolution des différents groupes au fur et à mesure de l'introduction des aliments lectiles en parallèle de l'évolution de l'agriculture néolithique. Curieusement, je ne mange pas de certains aliments, voilà, etc. Donc ça m'interroge. Alors, moi, je ne suis pas du tout convaincu par le régime groupe sanguin. Pour la simple et bonne raison que si vous prenez, et là je vais profiter pour vous présenter ça, hop. Donc là, vous voyez la distribution des groupes sanguins dans différents pays du monde. Ce que vous voyez, c'est que dans la plupart des pays, vous avez une bonne proportion du groupe O, une bonne proportion du groupe A. Donc peu importe en fait les origines ethniques et tout, il y a quand même un mélange qui est assez important, peu importe les régions. Donc le principe évolutionniste derrière l'apparition des groupes sanguins, j'ai un peu de peine à comprendre. Je ne vois pas en plus en quoi ça va influencer notre capacité à métaboliser les aliments. Alors bien sûr, on ne connaît pas tout, et puis c'est possible qu'il y ait quelque chose. Par contre, là où j'ai un argument par rapport à ça qui fait que je pense que ce n'est pas une bonne idée de se pencher là-dessus plus que tout le temps, c'est que si vous prenez la plupart des espèces animales, elles ont encore plus de différences de groupes sanguins que nous. Les chiens, il y a 13 groupes sanguins. La plupart des animaux, vous avez entre 3 et 10 groupes sanguins chez les animaux. Et tous les animaux de cette même espèce, ils mangent la même chose. D'accord ? Et nous, on nous explique que bon, c'est très vendeur, on vous met dans une case, groupe O, tu as le régime du groupe O avec ci, avec ça. Il y en a d'autres qui font ça avec ApoE, on en a déjà discuté. Enfin bref, c'est très vendeur de mettre les gens comme ça dans des cases et puis ensuite de leur vendre des diètes pseudo-adaptées à eux. Mais je ne suis pas convaincu. Je veux dire, si vous prenez une population comme les Islandais, vous avez des groupes O, des groupes A, des groupes B. Pourtant, ils ont tous eu la même évolution ces derniers milliers d'années, ou en tout cas ces dernières centaines d'années. Ils ont tous consommé à peu près les mêmes produits. Ils ont tous survécu, visiblement, parce qu'il y a toujours. Si l'alimentation avait une pression très forte de survie, typiquement, ben, les populations des îles comme l'Islande ou d'autres îles, il y aurait eu un seul groupe sanguin, peut-être, qui aurait pu survivre, parce qu'ils avaient accès à un type d'alimentation. Donc moi, je ne suis pas du tout convaincu par l'histoire du groupe sanguin au niveau alimentaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Chris. Non, idem, je suis comme toi, j'y crois pas vraiment. J'ai pas du tout étudié le régime Adamo. Je ne sais pas d'où il tire ces éléments et comment il arrive à déduire le régime alimentaire en fonction des régimes sanguins. Ça a du sens d'un point de vue évolutionniste un petit peu, parce que bon, ça suit un peu l'évolution d'Homo sapiens. Si on prend le groupe sanguin O originel, qui est plus censé manger de la viande, c'est un peu ce qui semble préconisé. Mais en tout cas, ça ne prend pas non plus en compte la génétique et encore moins l'épigénétique. Ça, c'est des facteurs, surtout l'épigénétique, qui me semblent assez pertinents, malgré tout. Bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas plus d'informations sur le sujet, mais j'y crois pas vraiment, d'autant plus qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui confirment ce qui est dit dans son bouquin. Donc, ouais, je n'y ai pas porté grand intérêt, je n'ai pas plus d'éléments que ça, finalement. Ok. Je prends deux questions qu'il y a dans le chat. On va favoriser aussi ce qui est en live. Dans quels végétaux se cachent ces fameux oxalates? Alors, bon, les pires, je vais vous donner les pires parce que finalement, vous avez des oxalates dans quasiment tous les végétaux, bien qu'il y ait des végétaux qui en contiennent très peu et du coup, c'est pas inquiétant à ce niveau-là. Mais les pires, c'est les épinards, côte de bête ou blette, ça dépend comment vous les appelez chez vous, l'oseille, la carambole. Vous avez ensuite le curcuma et la cannelle dans les condiments et le poivre noir qui contiennent beaucoup d'oxalates. Vous avez le thé vert qui contient beaucoup d'oxalates, le soja, les amandes, la plupart des céréales intégrales ou complètes, la plupart des graines comme les graines de chia, le quinoa, toutes ces choses-là contiennent des grandes quantités d'oxalates. Vous avez la patate douce, vous avez même la pomme de terre finalement qui contient, alors si vous mangez une patate, c'est pas trop grave, surtout si vous enlevez la peau, etc. Mais si vous avez un régime à base de patates comme certains, au bout d'un moment, je pense que ça va créer des accumulations d'oxalates qui pourraient poser problème d'ici quelques années, à voir quand les gens vont prendre de l'âge. Mais voilà un petit peu la betterave rouge aussi, qui contient beaucoup d'oxalates. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Le chocolat noir, donc le cacao en poudre, chocolat noir, c'est très très riche en oxalates.
À contrepartie, vous avez par exemple le riz blanc qui n'en contient quasiment pas, vous avez certains légumes feuilles qui en contiennent très peu. On entend souvent que tous les légumes feuilles verts en contiennent, c'est pas vrai. Vous pouvez avoir une diète pauvre en oxalate qui contient des légumes verts, après il y aura d'autres toxines, voilà, bref. Mais les oxalates ne sont pas partout, ça dépend des catégories. Dans les choux, typiquement, vous avez assez peu d'oxalates. Vous avez peu d'oxalates aussi dans le café, typiquement. Si vous buvez du café, il y a très peu d'oxalates. Il y a des alcaloïdes et puis des lectines, voilà, dans la caféine. Enfin, qui est un alcaloïde, un neurotoxique à la base, mais qu'on aime bien. Mais sinon, j'ai mis le site oxalate.org dans le chat pour ceux qui veulent Ouais. consulter. Voilà, il y a les infos sur les doses milligrammes pour 100 grammes. Après, vous verrez qu'il y a beaucoup de divergences là-dedans parce qu'en fait, ça va dépendre de la nature des sols. On sait que si les sols sont cultivés de manière intensive, généralement, on ne sait pas exactement pourquoi, mais il y a beaucoup plus d'oxalate. S'il y a plus de calcium dans le sol, il y aura aussi une tendance chez la plante à faire plus d'oxalate pour stocker ce calcium. Donc, ça dépend de pas mal de choses. Et vous trouvez aussi tout et n'importe quoi. J'ai déjà vu des tableaux, des tabelles sur les oxalates qui sont vraiment très, très bizarres. Si vous voulez un bouquin fiable, je pense que c'est celle qui a fait le plus de recherches là-dessus, c'est Sally Norton avec son bouquin Toxic Superfood. C'est un gros livre qui détaille tout ça. C'est un excellent livre sur les oxalates. Et on a Elsa qui nous demande est-ce que toutes les toxines ou certaines seulement en particulier sont vraiment à éviter en cas de polymorphisme MTHFR? Bon, moi je vois pas vraiment l'impact précis de certaines toxines au niveau du polymorphisme MTHFR. Je ferai plus attention en fait à certains compléments qui vont contenir des formes synthétiques de vitamine B9 typiquement pour le MTHFR, donc j'éviterai à tout prix l'acide folique. Chez certains, ça ne posera pas de problème, mais chez une bonne partie des gens, ça va poser de sérieux problèmes d'avoir de l'acide folique si vous avez en plus un MTHFR. Pour le MTHFR, c'est un autre sujet, mais il faut plutôt essayer d'avoir des apports suffisants en choline, en bétaïne ou triméthylglycine, en vitamine B2. Et généralement, vous n'avez plus de problème avec le MTHFR dès lors que vous avez ces cofacteurs qui sont là en quantité suffisante. Toi, tu veux rajouter un truc sur ça? D'accord. Alors, je prends la suite. J'ai lu que le trempage pendant 24 heures, voire 48 heures des céréales légumineuses, etc., permettait de diminuer certains antinutriments. Quel type de cuisson privilégier pour continuer à les réduire? Ça va dépendre des antinutriments. Typiquement, les oxalates, c'est mieux de cuire à grande eau et ensuite de jeter l'eau. Les tanins, bah, c'est bien c'est ce qu'ils faisaient, hein, les Indiens d'Amérique du Nord, ils mettaient les glands, par exemple, dans une rivière pendant longtemps pour que les tanins partent avec l'eau. Vous pouvez faire la même chose avec les pommes de terre, par exemple. J'ai lu quelqu'un avait parlé de mettre des pommes de terre dans de l'eau avec de l'argile, effectivement, c'est aussi une solution. Il y a pas mal de choses comme ça, c'est très, très, je pense que c'est trop granulaire pour rentrer dans le détail de chaque chose. Mais de manière générale, la chaleur va désactiver une partie des antinutriments ou des toxines, comme on en a parlé tout à l'heure. Après, elle demande que pensez-vous des farines de manioc et de patates douces? Ben voilà, vous n'avez pas de gluten, mais vous avez d'autres toxines. Le gluten, c'est une lectine, concrètement. Quand vous n'avez pas de gluten dans une plante ou dans une graine, la plante aura mis d'autres toxines. Donc les gens évitent le gluten, ça fait beaucoup de foin, le gluten. Donc tout le monde est parti sur le quinoa, etc. C'était très commercial aussi, mais vous avez d'autres toxines. Du coup, dans le quinoa, vous avez beaucoup plus d'oxalate, par exemple, que dans le blé. La patate douce aussi. Le manioc, je connais un peu moins. Peut-être que comme c'est une racine, c'est un peu moins problématique, je ne sais pas. Je sais pas, je connais moins le manioc, c'est vrai. Je ne sais pas si toi tu connais le manioc par hasard à ce niveau-là. Pommes de terre et patates douces contiennent-elles moins d'antinutriments que les céréales? Fondamentalement, oui, parce que c'est des légumes racines avec des toxines plutôt tournées contre les organismes qui vivent dans le sol. Il faut savoir que malgré tout, il y a des gens qui sont très sensibles aux toxines des pommes de terre et des patates douces. Donc il y a pas mal d'oxalates, pelez-les généreusement, vous enlevez 2 à 3 mm, vous enlevez déjà une bonne partie des oxalates, vous les cuisez à grande eau, vous y mettez un produit laitier, et puis vous limitez déjà ce problème-là. Après, il y a d'autres lectines qui peuvent être problématiques. Et il y a des gens qui auront des problèmes avec les lectines des pommes de terre, même si on évite les parties vertes où il y a le plus de solanine, vous en avez quand même un peu ailleurs, et vous avez d'autres lectines qui sont présentes. Donc ça, c'est vraiment de l'individualisation, essayez de voir si ça vous convient ou pas. Ensuite, prochaine question. Quelles sont les meilleures noix à consommer, si possible locales, et comment les préparer, peler, faire tremper, griller, etc. Tu veux répondre? S'il y a une noix à choisir, moi je choisis la noix de Grenoble. Donc pourquoi? Surtout pour son profil en acide gras, en proportion entre oméga 3 et oméga 6.
La note Grenoble est intéressante, je trouve, quand on la prend avec la coque, pas en cerneau de noix. Parce que la coque a, elle a son utilité de protéger la graine de l'oxydation. Donc, d'avoir une petite réserve de noix dont on casse la coque et dont on consomme l'intérieur, ça peut être intéressant. Idéalement, il faudrait enlever la peau. Et après, peut-être la chauffer, mais ça, la torréfier. Mais ça, c'est quelque chose qui pourrait être utile. Mais sinon, en local, il n'y a que celle-ci qui peut être consommée, je pense. Il n'y en a pas non plus des masses de noix, on a vite fait le tour. Après, on part vite sur des noix un peu exotiques qu'on retrouve dans les magasins bio. Là, on a d'autres profils d'acides gras qui sont moins intéressants. Bon, si j'ai une réponse à donner, ça serait la noix de Grenoble. Merci. Bon, moi, de manière générale, je ne recommande pas forcément la consommation trop fréquente de noix. Je pense que c'était de nouveau des aliments de secours. Ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas en consommer, mais c'est la progéniture des arbres, du coup, c'est puissant un arbre. Ça défend de manière assez active sa progéniture. Maintenant, si vous observez un peu la nature, si l'arbre met énormément d'énergie à faire une défense physique, comme vous avez dans la châtaigne, avec une bogne pleine d'épines, et en plus de ça, une coque très dure, ou comme dans le cerneau, dans la noix, avec une enveloppe très dure, ce qu'on voit quand on analyse, j'ai un peu fait le tour quand je m'intéressais à ça, généralement, il y a moins de toxines après à l'intérieur. C'est-à-dire que le gros de la défense, c'est à l'extérieur, c'est un peu la ligne Maginot. Hein. Une fois que vous avez percé la défense, il n'y a plus grand-chose derrière. D'accord pour ceux qui connaissent un peu la Deuxième Guerre mondiale. Donc moi, je dirais les moins problématiques, effectivement, la noix de Grenoble ou la châtaigne. Mais là aussi, il y a des gens qui seront très sensibles et qui vont avoir des gros ballonnements, des gros problèmes avec ça. Mais c'est un peu traditionnel dans ma région, la châtaigne. C'est vrai qu'une ou deux fois par année, avec beaucoup de beurre, beaucoup de charcuterie, j'aime bien. C'est sympa. Par contre, les châtaignes, on va les cuire. Et du coup, on évite une partie du problème. On les fait aussi tremper longtemps dans de l'eau. Ça enlève un peu les tanins. Donc voilà un petit peu pour la réponse par rapport aux noix. Alors, un des rares péchés mignons que je m'accorde est le chocolat noir, et j'apprends qu'il est riche en antinutriments, oxalates, etc. Mais toute la transformation réalisée à partir des fèves, cacao, séchage, fermentation, torréfaction, ne serait-ce pas une façon d'amoindrir les antinutriments? Oui, clairement, ça va amoindrir les antinutriments. C'est-à-dire que c'est toujours mieux d'avoir quelque chose qui, à ce niveau-là, qui est torréfié, qui est fermenté. Cela dit, comme on a dit, les oxalates, vous n'y coupez pas avec ça. Et le chocolat noir, il est très, très, très chargé en oxalates. Donc, allez-y tranquille. Après, ce n'est pas les oxalates les plus solubles. Le curcuma, c'est bien pire à ce niveau-là. Mais c'est une raison, en tout cas, pour laquelle je ne conseille pas forcément de consommer des grosses quantités de chocolat noir. Et pour moi, si je devais choisir un chocolat à consommer, c'est plutôt du chocolat au lait. D'accord? Non seulement je trouve que c'est un peu meilleur, même si on nous a tellement mis dans la tête que c'était bon pour la santé le chocolat noir, qu'on s'est habitué à ce goût amer qui nous signale justement qu'il y a un problème. Mais le chocolat au lait, vous avez justement du calcium qui va, comme on a expliqué, se lier aux oxalates et puis limiter un peu ce problème. Mais dans tous les cas, ce n'est pas des aliments à consommer en très très grande quantité. Il y a des alcaloïdes dans le chocolat, donc des neurotoxiques, qui sont un peu des excitants, des choses comme ça. C'est assez problématique chez les enfants en bas âge. Il reste la théobromine, par exemple. Donc faites attention quand même avec les quantités de chocolat, je pense. Je ne sais pas quel est ton avis par rapport à ça. Je suis assez d'accord. Effectivement, tu as les oxalates, tu as la théobromine, donc l'alcaloïde dont tu as parlé. Bon, il y a les polyphénols aussi. À partir du moment où ils sont torréfiés, on va perdre un peu de polyphénol. Mais la torréfaction va aussi détruire pas mal d'alcaloïdes. Donc, bon, s'il y a à consommer, effectivement, il faut consommer pas cru, parce qu'il y a aussi une mode du chocolat cru qu'on retrouve un peu en magasin bio. Moi, je préconise effectivement un chocolat torréfié. De toute façon, les peuples ancestraux, quand on prend les Aztèques ou les Mayas, ils utilisaient beaucoup le cacao dans leurs cérémonies. Même lors de ces cérémonies-là, ils utilisaient un cacao qui n'était pas cru, qui était aussi torréfié. Et c'était une utilisation qui était très, très, très ponctuelle pour des cas de cérémonie très particuliers. Elle ne restait pas dans une consommation quotidienne comme on l'a aujourd'hui.
Donc, de temps en temps, on peut le garder pour se faire plaisir parce que, bon, voilà, le chocolat, cet aspect un peu réconfortant et c'est difficile de tout enlever aussi dans l'alimentation. Mais en garder un petit carré, voilà, de temps en temps, c'est toujours intéressant. Effectivement, le chocolat au lait est d'autant plus intéressant, comme tu viens de le dire. Top, merci. Quelle est la relation entre antinutriments et allergies telles que le rhume des foins? Alors moi, je vois déjà un lien direct typiquement avec les oxalates. Il faut savoir que les oxalates vont créer un relâchement histaminique par les basophiles et les mastocytes. Donc si vous avez des problèmes histaminiques, souvent on voit tout plein de choses, il faut éviter les aliments qui contiennent l'histamine, il y a tout plein de blabla là autour. La première chose à faire quand vous avez des problèmes d'histamine ou d'allergie, c'est de faire attention aux oxalates. C'est vraiment, les oxalates agissent de plusieurs manières, on ne va pas aller dans le détail à ce niveau-là, mais il y a des liens, enfin il y a on va dire des impacts directs des oxalates sur l'histamine et les allergies. Ça, c'est un aspect. Après, il y a, pour les autres antinutriments, bah, c'est moins du lien direct, mais quand vous avez des lectines et différentes toxines végétales qui viennent en fait créer une porosité intestinale, ce qui va faire passer des protéines ou différents agents qui n'ont rien à faire dans le sang, vous avez une suractivation finalement du système immunitaire, et ça fait le lit finalement à des dérèglements immunitaires, à des allergies, à une augmentation de toutes les immunoglobulines, etc. Et souvent, bah, les gens, quand ils vont faire des tests d'allergie, ils ont des immunoglobulines contre tout ce qu'ils mangent régulièrement. Donc, ils doivent changer complètement leur alimentation. Et puis, quand ils refont le test 3 mois après, bah, ça a changé complètement le tableau. Forcément, si vous avez un intestin en mauvais état et que les protéines non digérées passent dans le sang, vous allez développer des immunoglobulines qui vont cibler ce type d'aliments. Mais la solution, c'est pas forcément de supprimer ces aliments-là, c'est de réparer l'intestin. Alors peut-être qu'une partie de ces aliments empêche la réparation de l'intestin, dans ce cas-là, c'est bien de les supprimer. Mais de simplement changer un peu aléatoirement son alimentation, c'est pas ça qui fonctionne. Alors, on parle beaucoup de ces antinutriments dans les légumes, graines, céréales, oléagineux, mais y en a-t-il aussi dans les fruits? Fruits sucrés, pas légumes frits, si oui, lesquels? Je crois qu'on a déjà un peu répondu, je ne sais pas si tu veux rajouter par rapport à ce qu'on avait dit. Ouais, je pense qu'on a été très détaillé sur le sujet. Non, je pense pas. Dans les fruits sucrés, vous en avez très peu dans la chair, vous en avez dans la graine, et vous en avez souvent dans la peau, pour pas que les insectes, c'est souvent des pesticides en fait, ou des fongicides. Alors, une question de Gaël Fontani. Peut-on considérer que les toxines végétales sont un moyen de purger le corps à certains moments de l'année? Finalement, les légumes sont-ils une forme de médecine? Je pense qu'on a pas mal répondu à ça aussi. Effectivement, ça peut être une forme de médecine, avec toutes les nuances qu'on a expliquées. Un moyen de purger le corps à certains moments de l'année, peut-être. Je ne pense pas que c'est nécessaire. Il y a des peuples qui en ont consommé très très peu. Je ne vois pas le besoin vraiment de purger le corps. Il faut savoir que quand le corps se purge, c'est qu'il rejette quelque chose qui ne lui plaît pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin, chez un organisme sain, de s'auto-purger comme ça de manière régulière. En fait, c'est mon avis. Après, peut-être qu'en naturopathie, il y a d'autres notions par rapport à ça. Non, non, la purge, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Effectivement, on utilise des techniques pour venir se purger, mais à chaque fois, c'est des techniques qui vont venir solliciter le corps de façon anormale. C'est-à-dire qu'on va déclencher une réaction de rejet hein, par rapport à ce qu'on ingère et qui va créer le phénomène de purge. Donc, encore une fois, c'est des pratiques qui peuvent être faites dans des cas très précis, mais qui ne sont pas à faire de façon courante et surtout pas qu'on est sous vital. Super, merci. J'ai une question dans le chat. Je prends quotidiennement du cacao cru le matin et 20 grammes de chocolat noir en fin de journée. Donc le seuil de toxine est-il assez important sur le long terme? 20 grammes et puis un peu de cacao cru le matin. Je pense que si le cacao cru est dans du lait, bon, il y a peu d'oxalates qui seront absorbés, si l'intestin est en bon état. Je dirais si vous êtes en bonne santé, qu'il n'y a pas de symptômes, je pense que s'il n'y a que ça qui contient des oxalates dans votre diète, ça ne m'inquiète pas. Maintenant, en général, il y a plein d'autres choses qui contiennent des oxalates dans une diète. Je suis en train de monter un calculateur pour ça, que je vais sortir bientôt, pour aller faire un tour là-dessus, pour vous faire une idée en fait par rapport à vos habitudes de vie durant votre vie. Est-ce qu'il y a une probabilité que vous ayez des problèmes comme ça? On fera ça prochainement. Je reprends la question suivante. Alors, j'en étais où ici? Alors, oula, ouais, alors là, il y a un gros sujet. Extrait du livre de France Guilaine.
La méthode. Ici, elle parle du miam aux fruits et de l'intérêt de chaque ingrédient. Lorsque l'huile de colza arrive dans l'estomac, elle ramasse tous les radicaux libres présents. Cette huile est alors oxydée et devient à son tour oxydante. La vitamine C présente grâce au citron pressé nettoie l'huile, la débarrasse des radicaux libres, l'huile redevient vierge et peut aller nourrir correctement les membranes cellulaires. La vitamine C devient alors inopérante, d'où la présence nécessaire de plein d'autres fruits qui vont régénérer le citron. Je consomme de l'huile de colza de cette façon, émulsionnée dans une demi-banane bien écrasée, car elle doit être oxydée pour révéler les protéines végétales, agrémentées de 2 cuillères à café de citron pressé. Il y a aussi des graines de sésame fraîchement moulues, 2 cuillères à soupe moulues, utiles selon elle pour le calcium, et plein de fruits mûrs. Que pensez-vous de son explication? L'huile ne serait plus oxydante. Est-elle bien à consommer dans ce cas-là? Je vous remercie car je suis un peu perdu. Ouais, j'ai l'impression que c'est la 4e dimension, ce qu'elle a écrit là, de ce livre. Est-ce que tu veux donner ton avis? Alors, j'ai pas trop compris son explication, clairement. Bon, c'est pas clair. Alors après, si on prend l'huile de colza, clairement, quoi qu'il en soit, c'est une huile qui va très vite s'oxyder. Donc, elle est riche en huile en polyinsaturée. Et cette huile polyinsaturée, à partir du moment où elle est extraite, elle va commencer à s'oxyder. Dans ce que je comprends dans sa méthode, c'est qu'elle va venir rajouter de la vitamine C pour contrer le phénomène oxydant. C'est ça dans son explication, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle explique. Ok. Moi, je suis pas convaincu. Clairement, l'huile, à partir du moment où elle est extraite, elle est déjà oxydée. Les antioxydants ont très très peu d'effet parce que l'oxydation se passe de façon très rapide. Les antioxydants ont un effet mais relatif. En tout cas, ils ne sont pas suffisants pour ralentir le processus d'oxydation d'une huile polyinsaturée. Là, quoi qu'il en soit, elle propose d'ingérer cette huile-là. Il faut savoir que ces huiles sont toxiques pour le corps. Hein. Elles génèrent des problématiques, surtout au niveau de la mitochondrie qui ne sait pas gérer ce genre d'acide gras. Donc là, on parle en particulier de l'acide linoléique, en oméga 6. Et ça va créer ce qu'on appelle des aldéhydes. Et ces aldéhydes vont susciter beaucoup de problématiques au sein du fonctionnement de la mitochondrie. Et de plus en plus, on s'aperçoit que les huiles végétales posent de vrais problèmes de santé du fait de leur oxydation, qui est très rapide, et qu'elles soient pressées, extraites à froid ou à chaud, même l'extraction à froid crée un échauffement qui va oxyder d'une certaine façon ces huiles. Donc, je n'ai pas tout compris dans le détail dans ces explications. Moi, ça ne me semble pas très clair. En tout cas, l'huile végétale, dans une vision ancestrale, je dirais que la tolérance est nulle parce que ce n'est pas du tout une consommation qu'on a pu avoir au cours de nos millions d'années d'évolution. L'utilisation des huiles végétales, c'est venu de façon très soudaine. Donc, c'est un processus de raffinage, de transformation qui génère beaucoup de problématiques. Et de profit. Donc, je pense que tu pourras nous en dire plus, Christian, là-dessus. Mais après, France Guilin, c'est une dame que je respecte. Elle a beaucoup œuvré dans la santé naturelle sur pas mal de sujets. Après, les miam aux fruits, moi, je n'ai jamais été convaincu. Je n'ai pas plus creusé que ça. Ouais. Bon, moi, je vois des problèmes à tous les étages de la fusée dans cette explication qu'elle donne par rapport à cette huile de colza. C'est-à-dire que l'huile de colza qui va ramasser les radicaux libres présents ouais, effectivement, elle est tellement oxydable que s'il y a du peroxyde d'hydrogène ou des choses comme ça, effectivement, ça va générer des peroxydes lipidiques. Alors, il y en a plein de sortes, c'est hyper complexe, on ne va pas aller dans le détail. Mais ensuite, l'idée que la vitamine C va venir nettoyer l'huile et la régénérer et la rendre à nouveau vierge, là, on est dans de la science-fiction complète. D'accord ? La vitamine C, c'est une vitamine hydrosoluble. La seule vitamine vraiment qui peut venir protéger ou en tout cas stopper la cascade, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une cascade d'oxydation avec les acides gras à longue chaîne, polyinsaturés, comme il a expliqué Brice. C'est un peu les zombies, si vous voulez. Vous savez, le zombie, dès qu'il mord un autre, ça fait un autre zombie, etc. etc. C'est exactement ce qui se passe avec ces peroxydes. C'est l'apocalypse zombie. Et la vitamine E, elle vient tuer le zombie.
Donc elle stoppe en fait la prolifération, mais elle n'empêche pas le premier dégât. Elle ne peut pas empêcher le premier dégât. Elle peut venir bloquer les dégâts suivants, parce que la vitamine E, elle est liposoluble. C'est pas parfait. Quand il y a trop d'acides gras qui s'oxydent, la vitamine E, elle est très rapidement dépassée. La vitamine C, elle peut recycler la vitamine E. Maintenant, on parle là de quelque chose qui se passe dans l'intestin. Donc imaginez, la vitamine C, elle est dans du tissu, elle est en fait dans une solution aqueuse de l'eau. Et ce que Franz Guillain nous explique qui se passe dans l'huile, ça se passe dans l'huile. Donc c'est un peu comme si vous êtes dans un char d'assaut à Paris, puis que la guerre, elle se passe à Berlin, les gars. En gros. Donc j'ai vraiment de la peine à comprendre le principe. Donc non, et surtout que même quand le glutathion vient derrière faire son boulot, vous avez ensuite une molécule qui est le LOOH, c'est plus un acide gras de base, c'est un déchet métabolique qui est à peu près stabilisé, mais vous n'avez pas une huile vierge, c'est complètement faux. Une huile qui a été oxydée, elle ne peut plus redevenir vierge, c'est pas possible, c'est impossible. Donc là, le concept de base est complètement faux. Il est complètement faux pour moi, en tout cas, c'est mon opinion. Après, l'histoire de régénérer le citron avec les autres fruits, je ne sais pas, c'est des choses que j'ai. Peut-être c'est un livre qui a été écrit il y a peut-être longtemps, et puis il y avait des concepts qui n'étaient encore pas connus, je ne sais pas. Ensuite, l'histoire d'oxyder, d'utiliser l'huile de colza émulsionnée dans la demi-banane pour oxyder la banane, pour révéler les protéines végétales. Donc là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas de quoi ça vient. Là aussi, c'est vraiment des concepts qui. Ça ne me parle pas. Alors, je ne suis pas professeur en biochimie, en biologie non plus, mais c'est des concepts que Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Non, l'huile de colza, comme a dit Brice, les huiles végétales, c'est pas quelque chose d'ancestral du tout, et en particulier le colza. Le colza, c'est une plante toxique jusque vers 1960 ou 70, où on a hybridé la plante jusqu'à la rendre à peu près comestible. Il faut savoir que le colza, c'était une plante qui a été utilisée pour produire une huile qui avait une application industrielle. C'était des huiles qui étaient utilisées pour des pièces mécaniques, des choses comme ça. Vraiment de l'huile industrielle. Le problème, c'est que l'industrie du colza, qui était très puissante pour l'utilisation de cette huile, justement, dans tous ces processus, elle a subi la concurrence dans ces années-là des huiles minérales qui étaient beaucoup plus efficaces et des huiles synthétiques qui étaient beaucoup moins chères et beaucoup plus efficaces que l'huile de colza. Donc il a bien fallu se recycler. Donc plutôt qu'abandonner le navire, ils ont hybridé la plante pour diminuer ce qui s'appelle l'acide érucique. J'ai fait un post sur Instagram là, un peu là-dessus. L'acide érucique qui est une toxine. C'est un neurotoxique, c'est un acide gras toxique pour l'être humain et pour tous les animaux du reste. Donc quasiment tous. Donc on a réussi à abaisser la toxicité du colza. Alors c'est pas parfait, vous avez toujours de l'acide érucique. Certains diront que c'est à petite dose, mais quand vous regardez un peu, un déci d'huile de colza par jour, vous dépassez déjà le seuil de tolérance qui est à nouveau qui est établi arbitrairement. Ça ne veut pas dire qu'en dessous du déci, vous n'avez pas de dégâts. D'accord. Donc on a permis à l'industrie du colza de se recycler. En plus, on a habillé ça, parce qu'ils sont très forts pour habiller ça. Comme il y a des oméga 3 végétaux, on vous a dit que c'était génial pour la santé. C'est complètement absurde. L'huile de colza est probablement l'une des pires. Peut-être même la pire de toutes les huiles que vous avez sur le marché. C'est mon avis. Probablement la pire. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement fragile. Il y a beaucoup d'oméga 6, beaucoup d'oméga 3. Elle est très, très insaturée. Et en plus, vous avez de l'acide érucique. Donc c'est, à mon sens, une des pires huiles qu'on a sur le marché. Et après, je rejoins tout ce que Brice a dit par rapport à la santé des mitochondries, tout cet aspect. C'est des huiles qui s'oxydent très, très facilement. Et du reste, vous avez des acides gras trans dans ces huiles dès l'extraction. En fait, la peroxydation crée des acides gras trans. On sait qu'ils sont toxiques pour l'organisme. Vous en avez à petite dose dans toutes les huiles fragiles, y compris l'huile de lin, là aussi, qui est soi-disant super saine. Donc pour moi, le miam aux fruits, c'est un peu du même style que le bol Budwig, que tous ces trucs. Pour moi, ce n'est pas des repas optimaux pour un être humain. Maintenant, si on me laisse le choix entre ça et puis un pain toast industriel avec du Nutella, ça, ce sera mieux. C'est au moins à peu près naturel. Mais c'est de loin pas optimal, à mon sens. Après, il y avait un autre truc là-dessus, mais je pense que voilà, c'est un peu du même acabit.
Pourriez-vous faire une liste des légumes, fruits, aliments contenant le plus d'oxalate? Je crois qu'on l'a fait. Pommes de terre, on avait vu. Si les fruits sont les glucides les plus safe au niveau des toxines, quels sont ceux à privilégier dans notre abondance moderne et ceux à éviter? On a un peu répondu, mais je dirais que pour les fruits, moi je conseille plutôt de partir sur ce qui se consommait depuis longtemps, des baies, typiquement. Les baies sont présentes depuis la préhistoire, donc des baies plutôt sauvages si vous pouvez, évidemment, mais bon, c'est pas facile à trouver. Et puis après, les fruits exotiques sont relativement bien tolérés. Après, sachez aussi qu'ils ont été hybridés, ils sont beaucoup plus gros, beaucoup plus sucrés qu'à l'époque. Donc avec les fruits, il faut simplement, je pense, ne pas exagérer, simplement. Les molécules que contiennent les fruits sont connues de l'être humain, d'Homo sapiens depuis longtemps. Par contre, on peut très rapidement avoir des quantités qui sont peut-être un petit peu exagérées par rapport à ce que rencontraient nos ancêtres. Après, ça va dépendre de différents degrés de tolérance. Et là, de nouveau, de l'ADN de chacun, surtout de l'ADN mitochondrial. Donc, on a différentes tolérances par rapport à la quantité de fructose, etc. Est-ce que toi, tu veux rajouter un truc sur les fruits, les glucides? Non, je pense que tu as tout dit. Effectivement, c'est sûr que les baies, ça n'a pas été transformé. On reste sur un taux de glucides de 5 grammes à peu près pour 100 grammes. C'est à peu près, grosso modo, cette échelle-là. Et beaucoup d'autres fruits comme les bananes, enfin, tout ce qui est fruits exotiques, c'est des fruits qui ont été transformés, qui ont été shootés au sucre, hein, et on atteint des 20 à 25 grammes de glucides pour 100 grammes. Donc, bon, de temps en temps, un fruit, les baies, c'est pas un problème. Consommer des fruits, quelques-uns par jour, c'est bien, mais ouais, après, c'est le contexte individuel, comme tu l'as dit, qui est important et qui prime avant tout. On a dans le chat quelqu'un qui nous demande la noisette. Bon, je pense que voilà, c'est un peu du même style que la noix ou que. Et de nouveau, imaginez-vous bien que dans la nature, vous ne pouviez pas trouver des grandes quantités de noisettes. Aujourd'hui, vous allez au magasin, vous achetez 1 kilo de noisettes qui sont déjà décortiquées à la limite, puis vous vous empiffrez de ça. Mais pour un de nos ancêtres, il y a 500 000 ans ou 100 000 ans, ramasser des noisettes dans la forêt, c'est pas facile. Moi, je suis forestier bûcheron de métier, donc je connais les noisetiers dans nos forêts. Un noisetier dans la forêt, ça pousse en hauteur. Il y a quelques noisettes tout au bout, mais les écureuils, ils sont passés bien avant vous. D'accord? Donc c'est très difficile de trouver des noisettes sauvages. Amusez-vous, allez vous promener dans des vraies forêts. Alors, il n'y a plus beaucoup de vraies forêts sauvages, hein, mais donc l'être humain est passé un peu partout. Mais essayez d'aller chercher des noisettes en forêt, vous verrez que c'est pas facile. Que pensez-vous de l'huile d'olive extraite à froid? C'est pas vraiment le thème du jour. Pour faire extrêmement rapide, l'huile d'olive, c'est une huile de fruits. Pour moi, elle est moins problématique que les huiles de graines et de noix. En petite quantité, ça ne me dérange pas. Chez certains, ça ne pose pas de problème. Chez des gens qui ont des troubles métaboliques, ça peut être suffisant pour entretenir ces troubles métaboliques. Ça, en tout cas, ce que je vois d'expérience, c'est un peu ce que j'ai appris. Voilà. Et puis, on a quels sont les signes de détoxification des toxines végétales? Quels problèmes de santé y sont associés dans le chat? Bon, les signes de détoxification, en fait, il y a peu de toxines qui s'accumulent vraiment. Moi, les seuls signes de détox que je connais et que on va dire, que je trouve pertinents, que j'ai vécu, que je vois sur la clientèle et sur lesquels on a beaucoup de recul maintenant, c'est la détoxification des oxalates, qui se fait de manière cyclique. Les signes, les symptômes peuvent être très, très divers. Ça va dépendre de quelle zone du corps est en train d'être nettoyée, déjà. Et ça va dépendre ensuite de vos différentes faiblesses et forces au niveau individuel. Mais les signes typiques, c'est du tartre dentaire, des douleurs articulaires dans la zone qui est détoxifiée, très temporaires, qui disparaissent en quelques jours. Et en général, après, vous avez retrouvé plus de mobilité et vous avez moins mal qu'avant. Donc voilà. Maintenant, les signes, vraiment, c'est très, très variable. Il peut y avoir de la tachycardie parce que les oxalates remis en circulation vont se lier à des minéraux sanguins. Donc c'est important là d'amener suffisamment de minéraux, l'acide citrique, comme a expliqué Brice. Alors, il y a plusieurs méthodes par rapport à ça. Donc tout ce qui est oxalate, c'est vraiment un thème vaste et complexe parce que c'est très, très divers. Et du coup, c'est tellement divers qu'on se dit, ouais, bon, en fait, c'est facile parce qu'on explique tout avec ça. Et c'est vrai qu'on pourrait penser ça, mais vous verrez si vous le vivez. Vous pouvez uriner à travers des filtres à café, hein, si vous avez des doutes. Pendant 24 heures, vous urinez à travers des filtres à café. Vous verrez qu'il y a des petits cristaux d'oxalate qui se promènent là-dedans.
Certains les sortent même par le coin des yeux, par la peau, quand c'est extrême. Donc il y a pas mal de signes qui peuvent apparaître, qui ne sont pas agréables. Ça peut générer des symptômes quasiment comme de la fièvre aussi. On peut vraiment être très très abattu, surtout sur la première phase de détoxification. Enfin, pas la première c'est les reins, ça se passe généralement bien. Mais dès la deuxième, quand on va chercher plus loin les gros dépôts, ça peut être assez brutal les premiers cycles. Mais ça n'a pas besoin d'être brutal, il faut accompagner la chose. Ça peut être dangereux, hein. Sur un organisme affaibli qui se mettrait à relarguer, ça peut être dangereux, les relargages d'oxalate. Après, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que le corps ne se permet pas forcément de nettoyer ça si la santé n'est pas bonne. Donc il y a des gens qui vont relarguer les oxalates 1 année ou 2 après avoir changé de diète. C'est un peu comme si vous aviez beaucoup de bordel, excusez-moi, au garage et que vous avez plein d'autres problèmes dans votre vie. Ce n'est pas la priorité d'aller nettoyer le garage. D'accord? Enfin, le corps fait un peu pareil. Il va laisser un peu traîner tout ça, le temps de régler les problèmes prioritaires. Tu as des notions supplémentaires là-dessus? Non, écoute, non, pas spécialement. D'accord. On arrive gentiment au bout. Je ne voulais pas faire tant plus qu'1 heure et demie. On prend une dernière question peut-être? Ça te va, toi? Ouais, on peut y aller. Alors, après, on a plusieurs questions de Gaël. Je vais en prendre une. Là. J'en ai pris une dans le chat. Donc ça, on a un peu répondu. Je vais prendre des choses sur lesquelles on n'aurait pas répondu. Que pensez-vous des jus de légumes? De nombreux naturopathes, même à tendance carnivore ou primale, recommandent le jus de légumes. Alors, des naturopathes à tendance carnivore qui recommandent du jus de légumes, je suis surpris. Primal, peut-être, je ne connais pas assez le primal. Ça, il faut regarder avec Jérémy Dalzon. Notamment le jus de céleri, comme chélateur des toxines et métaux lourds dans le cadre de la primal diète. Alors, jus de céleri, méfiez-vous, ça contient des photosensibilisants. Donc, si après vous prenez des gros coups de soleil, c'est peut-être pas pour rien. Le jus de céleri contient des toxines à ce niveau-là. Les jus de légumes, de manière générale, je ne recommande pas du tout. Non seulement c'est cru, vous solubilisez les toxines, donc vous allez les absorber en masse. C'est vraiment un impact massif. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Hein. Je veux dire, enfin, à quel moment dans l'évolution l'être humain a fait des jus de légumes? En plus, c'est pas bon. Il y a un moment, il faut aussi écouter votre instinct. Dès que vous enlevez tous les arômes industriels qui sont là pour tromper notre instinct, vous prenez un aliment brut, sans sauce à salade, sans beurre, lard, etc. avec, vous mangez l'aliment tout seul. Si vous ne trouvez pas ça bon, c'est probablement pas pour rien. L'évolution, elle est assez bien faite. Hein. Elle est assez bien faite. Elle nous a mis des goûts pour nous guider dans la vie, pour nous éviter de nous intoxiquer. J'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils aiment la salade. Manger de la salade sans sauce, nature, comme ça, il y a beaucoup moins de gens qui aiment la salade. Il y en a peut-être encore, mais il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, c'est un peu la même chose avec ces jus de légumes et tout. Quand je croyais à tout ça, je m'étais fait des jus d'herbe de blé. C'était un peu la mode à un moment aussi en nutrition un peu naturelle, occidentale, francophone. C'est dégueulasse. Hein. J'ai eu vomi tellement c'est pas bon. Mais je me persuadais, ah, c'est vert, c'est génial, c'est super bon. C'est absolument dégueulasse ces trucs. Il y a tout qui nous indique que c'est dégueulasse, mais notre cortex préfrontal, on a tellement de biais qui nous ont été inculqués qu'on se dit que c'est bien. Comme si l'évolution avait tout fait faux et qu'elle t'avait fait détester des choses bonnes pour toi et vice-versa. C'est complètement stupide quand on pense. En fait, c'est assez simple. C'est assez simple. C'est devenu plus compliqué dans notre société moderne parce que voilà, on a des additifs alimentaires qui trompent nos goûts, etc. Mais avec les aliments bruts, allez-y à l'instinct. Je pense que si tout d'un coup vous avez vraiment l'envie de manger telle ou telle plante et que vous aimez ça temporairement, il y a peut-être une raison. Votre corps, il a peut-être besoin de quelque chose de particulier en ce moment, peut-être. Mais écoutez quand même votre instinct au niveau des goûts. Et si un végétal est uniquement le support d'une sauce, c'est probablement que vous n'aimez pas le végétal en question et que vous n'en avez pas besoin. Est-ce que tu veux rajouter un truc par rapport à ça? Non, l'instinct est important. Clairement, après, c'est vrai que l'instinct, aujourd'hui, on l'a un peu perdu. Hein. On a tellement. Nos sens sont tellement perturbés par tout ce qu'on a visuellement, puis même en bouche par les produits transformés, qu'on a perdu un peu ce côté un peu naturel, qui est spontané en fait. Hein. Et globalement, la nature fonctionne bien comme ça. C'est un lien en fait, de communication. Je parlais un peu d'ondes, hein, parce que c'est des fréquences qui nous sont envoyées, émises et réceptionnées. Et quand il y a un phénomène de résonance, il y a attirance, il y a attraction.
Donc, ça, des phénomènes ondulatoires, c'est des phénomènes qui sont complètement naturels et qui mettent en relation les êtres vivants entre eux. Et aujourd'hui, on est tellement perturbé au niveau ondulatoire par des ondes artificielles et même nos propres ondes internes, hein, il y a aussi des fortes perturbations, que du coup, voilà, on n'a plus cet instinct très simple, en fait. Parce que là, les choses paraissent très compliquées, mais je pense que si on retrouvait cet instinct-là, les choses seraient très simples. On ne se poserait même pas 15 000 questions. On saurait ce qui est bon pour nous et on irait directement les ramasser si elles étaient disponibles dans la nature. Aujourd'hui, voilà, on est un peu perturbé par rapport à beaucoup de choses et on a du mal à revenir à cet instinct très primaire. Je pense que c'est une démarche qui s'apprend, qu'il faut se réapprendre petit à petit, enfin, refaire un apprentissage par rapport à tout ça, comprendre aussi les phénomènes ondulatoires, parce qu'on parle des végétaux. Il y a aussi un aspect aussi intéressant à évoquer, c'est les végétaux ont aussi une quantité de ce qu'on appelle des biophotons. Donc, ils émettent une certaine onde, une certaine lumière. Ces quantités de biophotons en radiesthésie, ils ont une biovitalité, c'est-à-dire qu'on peut mesurer le niveau d'onde que ces végétaux émettent. Ils émettent un niveau d'onde qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il est dans un niveau de vitalité supérieur par rapport au règne animal. Concrètement, hein, c'est-à-dire que le niveau ondulatoire des végétales est supérieur. Nous aussi, on vibre à une certaine vitalité. Donc, on résonne avec un monde végétal, un monde animal. On rentre en résonance, plus ou moins. Aujourd'hui, on a un peu perdu ces aspects-là. Tout ça pour dire qu'en naturopathie, on parle énormément de vitalisme, de vitalité. Donc, qu'est-ce que c'est que le vitalisme? Pour moi, c'est la quantité de lumière de biophotons qu'il y a dans les aliments. Ou de partout, hein, mais là on parle des aliments particuliers, mais dans la nature, voilà, c'est la quantité de biophotons qui est en résonance directement avec notre ADN, hein, parce que notre ADN est récepteur de biophotons et aussi émetteur, donc il y a un phénomène de résonance avec les différents règnes. Et là, on vient toucher un aspect vital. Et je pense que les végétaux ont cette vitalité qu'ils peuvent aussi nous apporter. C'est une vision qui est plus biophysique, bioélectromagnétique, donc là on sort de la biochimie, hein, mais c'est une notion qui est aussi à considérer. Parce qu'il faut bien entendre qu'il y a des personnes, bizarrement, elles n'ont aucun problème avec le monde végétal. Elles ont des capacités de détox par rapport à ça qui sont très fortes. Elles ont une capacité aussi de retirer de la vitalité de ce qu'elles absorbent. Et en fonction du contexte environnemental, de la qualité ondulatoire de cette alimentation, on peut acquérir une certaine vitalité. Pour moi, c'est une partie qui explique ce qu'on peut retrouver un peu sur certains peuples traditionnels ou même chez des personnes du monde moderne, hein, qui vivent très bien, parce que ça existe. Je pense qu'il ne faut pas non plus les écarter, ces gens-là. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas de grands problèmes avec l'absorption des végétaux. Pour moi, c'est un fait. Hein. Et du coup, je me questionne sur ces gens-là. Donc, après, on parle de notions diverses liées à l'environnement, la génétique, l'épigénétique, etc. Et c'est très juste. Tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est très juste, clairement. Mais aussi cet aspect un peu ondulatoire qui est à considérer, je pense. Parce qu'il y a une collaboration qui est beaucoup plus directe entre nous et les différents règnes. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, comme je disais, on a perdu ce contact-là. Quand tu parles d'instinct, ben, c'est tout à fait ça en fait. Hein. C'est comment justement venir de façon instinctive prendre ce qui est bon pour nous, parce qu'il y a un phénomène de résonance qui s'opère. Donc voilà, c'est juste pour apporter le principe un peu vitaliste, hein, parce que la naturopathie, voilà, moi j'ai essayé un peu de creuser, on parle beaucoup de vitalisme, hein, qui fait partie vraiment des 5 piliers en naturopathie. C'est pas pour rien aussi, hein, c'est issu d'une tradition, hein, de tout ce qui est chi, prana, et des concepts un peu comme ça qu'on pourrait penser fumeux, mais qu'on analyse un peu les choses d'un point de vue biophysique et bioélectromagnétique, on comprend certaines choses. Et il y a des vraies mesures qui sont réalisées hein, sur le monde végétal par rapport à ces ondes hein, qui sont émises. Et il y a des variations qui sont différentes par rapport au règne animal. Donc voilà, chacun a ses résonances par rapport à ça, et d'autres sont plus à même à avoir des attirances par rapport au végétal.
Mais ça, c'est d'un point de vue ondulatoire. Ouais. Après, ça les nourrit d'un certain point de vue. Est-ce que ça les nourrit d'un point de vue organique, biochimique, biophysique? C'est pas sûr. Mais tout ça joue ensemble et tout ça, c'est un formidable orchestre sur lequel voilà, il y en a encore bien des choses à découvrir parce qu'on est tellement déconnecté qu'on a perdu toutes ces notions. Ouais, c'est un sujet que je ne connais pas du tout. C'est intéressant ce que tu expliques. En tout cas, ça fait un certain sens. Maintenant, je me demande, voilà, il y a des peuples qui étaient presque carnivores, qui avaient finalement très peu accès à des végétaux comme ça et qui avaient quand même une très grande vitalité. Tu regardes les Maasai, ils ont une vitalité qui est extraordinaire. Je me demande en fait s'il n'y a pas aussi tout l'aspect, finalement, quand tu vis dans un milieu naturel, tu es couché dans l'herbe, tu te promènes dans la forêt, tu es à la lumière du soleil. Est-ce que ça te nourrit pas aussi de cette manière-là? Et du coup, tu n'as pas forcément besoin de l'apport de végétal alimentaire pour ça, peut-être. Enfin, en tout cas, il y a des peuples qui, visiblement, n'en ont pas forcément besoin pour avoir une grande vitalité. Mais bon, c'est des peuples qui vivent dans un milieu naturel, contrairement à nous. Ouais. Je remercie tout le monde pour toutes ces questions. Je pense que c'était très intéressant. On va arrêter là pour ce soir. Un grand merci à Brice pour son apport et puis pour Merci sa à toi. présence. Merci à toi, Et Christian. Super. merci à tous. Ouais, c'était super. Je pense qu'il y a pas mal de choses. La suite, on verra sur quoi on fera le prochain live. Je ferai un sondage sur la plateforme et puis on prévoira ça peut-être au mois de juin ou comme ça. Là, on en a fait 2 coup sur coup. La rediffusion sera disponible très prochainement dès que j'ai le temps. Et puis d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci de votre présence et puis à tout bientôt. À bientôt tout le monde.